Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, le podcast de débat autour du manga. Nous sommes déjà à la 3e émission de cette saison et il était enfin temps de passer à la rentrée manga. Blockbuster, nouveauté, petite trouvaille, qu'est-ce que nous avons dans notre besace ? Qu'est-ce qu'on vous conseille en lecture ? On va essayer d'éclairer un petit peu cette rentrée. On va faire quelques recommandations sur plusieurs sorties du mois d'août, du mois de septembre, du mois d'octobre. Mais attention, ça sera absolument pas exhaustif pour beaucoup de raisons. Mais la principale, c'est qu'on a prévu de parler de certains titres dans d'autres émissions. Donc on n'en parlera pas forcément maintenant. Une fois le générique passé, par exemple, on ne va pas parler de Dan Dan Dan. Parce qu'on va en faire une émission la semaine prochaine. Et il faudra être avec nous. Mais Joe, on peut quand même en dire un mot sur Dan 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 ? Coup de cœur ? Pas coup de cœur ? C'est mon coup de cœur de la rentrée. C'est ton coup de cœur de la rentrée. Mais on va pas en parler du coup dans la rentrée manga. Pourquoi c'est ton coup de cœur de la rentrée ? Pourquoi ? Parce que c'est le nouveau shonen qui déchire et en vrai tout va très vite, ça casse des codes. Enfin j'ai déjà préparé l'émission de la semaine prochaine, je vais pas vous la faire. Donc voilà. Non mais en vrai c'est super. Il est trop en avance. Cagnard, Dan Dan Dan, coup de cœur, pas lecteur. Pas lu. Pas lu encore parce que j'avoue qu'on tombe exactement dans la partie cagnard connard. Où il y a tellement de gens qui en parlent, tellement de gens qui disent que c'est vraiment une tuerie, que j'ai décidé de pas les lire dès la sortie et je vais attendre les tomes 4-5 je pense, pour une fois que ça aura bien baissé, pour me lancer dans la lecture. Du coup Game of Thrones, t'avais pas vu la... J'ai pas regardé Game of Thrones. Ceci dit, j'ai vu des gens qui ont commencé à lire les premiers chapitres et être déçus. Ah, bah ouais, mais parce alors que tu vois la hype en même temps. Je trouve que les premiers chapitres, ça envoie direct. Bah moi j'ai peur de tomber là-dedans, tu vois. Ils sont déçus par quoi surtout, c'est la question. Ah, c'est des tweets, tu sais, 140 caractères, donc c'est difficile de savoir en quoi les gens sont vraiment déçus. Je suis déçu. Mais effectivement, il s'annonce être déçu. Moi aussi, coup de cœur, Dan Dan Dan. Après la vie de Dlo, il tenait dans un tweet, en soi. C'est vrai. Casse les codes. Coup de cœur pour ce mélange baston-romance en même temps. Mais romance cachée comme... Enfin, on en reparlera la semaine prochaine. Romance ? Non, pas du tout. Pas du tout. On verra ça. La rentrée manga 2022, c'est parti dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour et rebonjour, re-bienvenue dans cette émission de la 5e de couve. Oui, vous êtes vraiment en train d'écouter la 5e de couve, le podcast de débat autour du manga, présentement. Et nous allons donc disséquer, dépecer, charcuter et aimer cette rentrée manga 2022. Vivement 2222, ce sera beaucoup plus... Le rigolo. 22 février 2222. Exactement, on sera encore là pour vous expliquer, tout vous dire sur le manga bien évidemment. Bref, qui dit rentrée dit fourniture scolaire, dit nouvel emplacement en classe, et pas de chance, ils se sont assis l'un à côté de l'autre. Ça va être une année galère. Salut Cagnard, salut Johnny. Ah mais on est au premier rang, Et pas de bavardage, ok? Non, T'as oublié ta trousse. mais t'as même pas de sac à dos, de quoi tu parles? Laisse-moi copier sur ton livre, allez. Ça doit être marrant de vous avoir tous les deux dans une... Je sais pas ce que ça donnerait. Moi je pense que de l'eau c'est un gros suce-boulon. Arrête là, tu me miques ma gomme. Madame, il a dit les mecs. J'imagine le jour où Cagnard va vouloir copier sur Johnny. Mais pourquoi c'est moi qui devrais copier mon manga? Parce qu'il t'empêcherait. J'ai mon bac avec une mention. Véridique. Je l'ai jamais copié de ma vie. J'ai littéralement, mais principalement à cause de la peur, tu vois. Parce que j'avais trop peur. Mais j'ai vraiment jamais copié de ma vie. Vous avez jamais fait le truc de vous enregistrer et d'avoir un petit écouteur? Oh là, mais non, mais bien sûr que si. Mais t'es trop technologique pour nous là. Nous on avait des papiers. Au collège on pouvait faire ça, on pouvait s'enregistrer derrière la gomme, dans la trousse, sur la règle. On pouvait s'enregistrer sur des cassettes et tout. Non, on avait une Casio 700, je sais pas combien, une TI 700. On en parlait la semaine dernière avec Robin. Hashtag 5DC pour réagir, Discord, Insta, Twitter, cherchez-vous, nous trouverez. Comme d'habitude, selon l'app, le site où vous êtes, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien rater de la 5e de couve. Au programme de cette émission, notre éclairage sur plusieurs mangas de cette rentrée. Et c'est pas forcément la meilleure rentrée qu'on ait eue. Il y a quand même des trucs vraiment sympas, outre Dan Dan, mais on n'a pas forcément réussi à être nous trois en kiff sur les mêmes mangas.
aucun manga n'a vraiment réussi à nous convaincre à 100% tous les trois pour le moment. Et même Dan Dadan, du coup. Et même, oui, mais c'est parce qu'il a pas lu et parce qu'il a pas voulu lire. Mais c'est pareil pour les autres, c'est-à-dire qu'il y a des mangas, t'as pas envie de les lire, c'est comme ça. Tu sais pas pourquoi, tu l'as sous les yeux, ça te donne pas envie. Et les autres t'en parlent, mais ça te donne pas plus envie, donc tu le lis pas. Bah, faut y aller au feeling, quoi. Vraiment. Ouais, voilà, il faut que ça marche. Et là, il n'y a pas eu de feeling général. Par conséquent, on va parler des titres de cette émission par ordre alphabétique inversé. Waouh. Ouais, ce qui donne. On va parler de quoi? De Shujin X, du Molosse, de Meurtre dans le Décagone, de Mon mari dort dans le congélateur, de Nekogahara, de Sanctuary, de Slice of Life, de Time Paradox, de Tesla Note, de Tokyo Aliens, de Trillion Game, de Vanupier et de Denies. Voilà. Et on commence d'ailleurs par Denies ou Jinai ou le manga dont on a parlé, qui était déjà compliqué à prononcer dans les mangas de l'été, parce que sorti en août, on l'avait déjà au mois de... C'était vraiment fin août. On l'avait déjà nous au mois de juin, donc on avait envie d'en parler pour les mangas de l'été, parce qu'on est toujours en été. Et en même temps, on voulait en reparler parce que c'est bien, et que du coup ça tombait aussi dans les mangas de la rentrée. Parce qu'il n'y a pas assez de ventes, c'est coté en bourse, on a mis plein d'actions dessus. Et bah non, parce que ça vient de sortir, donc on sait même pas aussi comment ça se vend. Zingnize, donc Gnize, Z-I-N-G-N-I-Z-E, c'est un manga signé Warainaku, dont c'est la seconde série. C'est publié par un éditeur belge, les éditions Shiba, et on ne cesse de vous dire donc que si de temps en temps vous voulez filer un petit coup de main dans le milieu de l'édition, c'est en s'intéressant justement à ces petites et jeunes maisons d'édition où généralement ils sont 1 voire 2 à travailler dedans. L'histoire, c'est celle du Japon, revue et corrigée. On y suit un puissant voleur qui a pour mission de décimer le puissant clan Fuma en échange d'un mariage avec une jeune et belle samouraï ou kunoichi. On sait pas encore si c'est ou l'un ouais, c'est ça, ou l'un ou l'autre. Un manga donc dont on a déjà parlé dans les mangas de l'été, mais voilà, on voulait revenir dessus parce que il y a vraiment un truc qui est différent dans ce manga, c'est pulp, c'est second degré, c'est bagarre à fond, ça va dans tous les sens. Ouais, clairement, c'est beaucoup de bagarres. C'est très graphique, je ne veux pas non plus me répéter parce qu'on a déjà parlé, c'était assez bien, mais vraiment c'est assez magistral. Moi, c'est le coup de crayon, je trouve qu'il ne correspond pas parfaitement à l'époque. Puis il faut toujours de la bagarre de toute façon pour la rentrée, et le tome 2 sort en octobre, donc voilà, ça fait plus ou moins 2 tomes très rapprochés qu'on peut lire, c'est assez cool. Sur Genize, je vais mettre l'accent sur les scènes d'action, et je vais trouver que les mises en scène des 2-3 bagarres qu'il y a dans ce tome 1, je la trouve fabuleuse, je la trouve... très très imaginative. Tu sais, j'ai l'impression que l'auteur était sous amphète ou je ne sais quelle drogue et qui s'est embarqué dans des idées et des représentations qu'il avait dans sa tête et qu'il a réussi à retransmettre quelque chose de complètement fou, et ça marche. Ça marche sur moi. J'avoue que c'est assez bien, mais c'est aussi assez compliqué en manga quand t'es sur des images arrêtées. Et moi, toi, je verrais bien ça sur... ça mériterait un bon anime, interdit aux moins de 18 ans, du coup, parce que vu ce qu'il y a, voilà. Mais moi, j'aime aussi beaucoup la période historique du manga. Ça me rappelle beaucoup Samurai Deeper Kyo, par exemple, et Basilisk. Toi, c'est la période Tokugawa, donc 1603, etc. Nouvelle période, nouvelle ère. Et moi, j'aime beaucoup cette période. Et puis c'est sanglant, ça va dans tous les sens. Enfin voilà, c'est si vous avez envie de voir un truc un peu sans concession mais un peu bizarre à la fois, c'est le genre de manga que vous pouvez lire. Si vous aimez pas les trucs bizarres ou vous avez envie de quelque chose d'un peu plus habituel, effectivement vous pouvez passer votre chemin. Et surtout si vous voulez le lire dans le métro, faites gaffe. Faites gaffe, les gars. Moi je l'ai lu dans le métro. C'est toujours ton point, ça, la lecture dans le métro. Oui, moi je lis que essentiellement dans le métro. Si un jour je travaille à côté de chez moi, je fais bah non, je refuse ce travail. Donnez-moi du trajet. Laissez-moi lire. Donnez-moi du trajet. Laissez-moi lire. Oui, enfin déménage dans ce cas-là. Ah oui, mais ça me ferait chier. Je trouve un truc à côté de chez moi, je fais bon, je vais déménager en banlieue parce que vous êtes trop près. Mais ne critique pas la banlieue, tu travailles en banlieue. Oui, bientôt. Alors quelle idée de vivre dans Paris. C'est vrai. Bref, donc Gnize, donc voilà, ça se prononce. C'est vrai que Julie la dernière fois le prononçait tellement bien. Et Jinaizu, parce que c'était Jinai. Ouais, c'est ça. Justement, c'est les trois voleurs. Les 3 voleurs, c'est les Jinai, du coup c'est Jinaizu. Et on sait pas pourquoi ils ont mis Zignize. Parce que c'est la prononciation. Ouais, la prononciation un peu américaine. Tu veux que j'envoie un message à l'éditeur? Je veux avoir une confirmation. Je pense que c'est le nom international qui a été choisi. Ah, il faudra du coup écrire à l'éditeur américain. Oh là là, non, c'est l'éditeur japonais qui décide du nom international. Bien sûr, avec toujours. le Z. Ouais. Putain,
Non, pas Zika. toujours. Ah, souvent. L'éditeur français a quand même son mot à dire. Après, effectivement, Oui, ça tu doit peux être changer. Non, en sur le nom. cohérence, Oui, mais sur le nom international, les noms internationaux sont décidés par les éditeurs japonais ou Mais on les. n'est pas obligé de l'utiliser. Oui, on n'est pas obligé de l'utiliser. Ou les départements Oui, c'est possible. des droits étrangers de Oui, l'éditeur. Mais c'est décidé au Ouais. Japon, c'est pas décidé forcément ailleurs. Vous l'appelez comment du coup? Jinnies. Jinaizu. Ah oui, putain, c'est pas du tout ce que j'ai lu quoi. Bah non, parce qu'il y a un Z. Bah oui, moi j'ai lu Zingnis, tu vois. Bah oui, mais c'est comme en Chine, le X, tu prononces pas Xi, tu fais ch. Ou comme en japonais, tu le dis pas. Oui, voilà. Ou comme. Bon, c'est bon, on a compris. Ou comme en coréen. J'allais dire Oh là. en Belgique. Ah, d'accord. Et On dit pas d'ailleurs, quoi Bruxelles. On dit Bruxelles. Ah. Oui, d'accord. Waouh. Ok. Mindfuck du côté de Joe. Ok, les moules. Ok, les moules. On dit pas Metz. On dit Metz. Ah oui, d'accord, c'était encore une ville. C'est Ok. encore une Et on Non. dit pas ok les moules. Ça se dit pas. On C'est dit pas une expression. bienvenue les coquilles. Bon bah profitons-en en tout cas pour passer le bonjour à tous nos auditeurs qui vivent en Belgique, à Bruxelles ou en Wallonie, ou peut-être qu'on a des auditeurs aussi du côté flamand. Non. Ça arrive. Ils nous détestent. On a bien, tu sais, je regardais les stats ce matin, on a des auditeurs au Cameroun aussi, on a des auditeurs beaucoup aux En États-Unis. Algérie. Donc on au vous passe le Canada. bonjour, voilà. Où que vous soyez, on vous passe, Bonjour le international. bonjour. Merci Et à donc tous. du coup aussi à nos auditeurs de Metz, qui sont aussi très nombreux, et on vous passe le bonjour en Lorraine. La suite. Ouais, ça finit sur une petite touche perso. Allez, dans le Grand Est. Tous nos amis du Grand Est. La suite c'est quoi? C'est un manga français, une créa dont je voulais parler. Moi j'ai été touché par ce manga. Ça s'appelle Va-nu-pieds par Valne et Maluko, une créa qui sort aux éditions Kana. L'histoire d'un monde où chaque vêtement confère des pouvoirs magiques à son porteur. Le héros s'appelle Lutte et il peut activer les pouvoirs de ses vêtements, mais juste de ce genre de vêtements en les touchant du doigt, pas en les portant, alors que tous les autres doivent les porter pour que avoir ces le vêtements, pouvoir, pour que ça leur donne un pouvoir. Et sauf que lui, à chaque fois qu'il active ses vêtements, ça décuple le potentiel du vêtement. Donc même le vêtement de base qui est juste censé tenir chaud ou arrêter les coups ou de donner un petit peu de force, lui c'est décuplé, mais décuplé par vraiment 100 000. beaucoup. Sauf qu'à chaque fois, ça le laisse complètement vidé de toute son énergie et il est complètement Et il est mort. Fin du complètement manga. mort. Thomas. il a besoin de dormir, de se reposer. Donc voilà. Et lui, par conséquent, il porte le moins de vêtements possible. Et donc il rejoint le gang des héros de manga à moitié à poil, avec le héros de Undead, le héros de Shangri-La Frontière. Ils sont quelques-uns comme ça, avec un oui, gang c'est de vrai. héros de manga à moitié à poil. Tout nu. Enfin, tout nu. Quasiment. Ouais. Et donc Lutte, ce garçon, est à la recherche de son papy, kidnappé par des criminels, et dans cette quête, bien sûr, il va découvrir le monde, il va découvrir d'autres êtres humains très sympas, des êtres humains pas cool du tout. Et donc c'est une quête initiatique très simple sur le papier, mais j'avais vraiment envie de mettre ce manga dans les mains des gens. Pourquoi? Je suis pas certain de savoir vraiment pourquoi. Il m'a touché. T'as kiffé. Tout simplement, je le trouve simple, positif, efficace. J'ai l'impression que les lecteurs en France ont besoin de petits titres comme celui-ci. Et je dis petit, non pas parce qu'il manque d'ambition. Quand tu lis l'histoire, ça peut aller très loin. Et ça peut durer 15 tomes, il n'y a pas de souci. Le fait que ça soit un manga, une créa française, me fait me dire que ça peut être un petit peu plus difficile à vendre. Et donc... Ouais. Que ça n'ira pas forcément au-delà, même si vraiment je leur souhaite très fort. Et c'est un manga qui m'a fait de l'œil dès les premières planches. En fait, vous savez, les éditeurs, de temps en temps, ils font des présentations un peu globales. Ils invitent la presse et ainsi de suite, et ils nous présentent différents mangas. Et donc à l'époque, il y a maintenant presque un an, Kana a fait une présentation avec notamment toute leur créa qui allait arriver dans les mois à venir, et mois et années à venir. Et j'en vois une, je fais ouais. Puis je sais pas pourquoi j'ai bugué. J'ai vu Va-nu-pieds, j'ai fait ça me branche. Je sais pas, le nom qui est bizarre, et il y a une énergie dans le bouquin qui me rappelait aussi un peu Dreamland, qui me rappelait, alors pas forcément avec la même déconne, parce que c'est moins, c'est pas aussi débile que ce que Renaud fait, mais il y a un truc dedans, il y a une énergie, c'est pas super beau, c'est même pas toujours génial, mais je trouve que ça a beaucoup de sens. Je trouve que le dessinateur a compris beaucoup de choses sur ce que doit être un manga d'un point de vue de la narration graphique. Ah non, moi j'aime bien le dessin, je l'ai feuilleté tout à l'heure. Après, c'est vrai qu'on n'est graphiquement, pas ça se tient. on n'est pas sur un dessin pur shonen. Ah on non, est non, sur ouais. vraiment de la fusion où il a bien digéré les codes et Ouais, mais et sauf ça que donne un chouette mélange. la narration elle est manga. Ah bah ça oui. Et dans beaucoup de créas françaises, on va avoir des choses graphiquement très jolies.
on va avoir des choses graphiquement qui peuvent envoyer avec de l'illustration, des trucs très très beaux. Mais en termes de narration, c'est beaucoup plus hybride. Je trouve que là, il a compris, ça va vite, tu avales tout d'un coup. C'est ce que disait Renaud, ce qui compte c'est la narration avant tout, le dessin tu le perfectionnes après quoi. Je suis exactement d'accord avec Renaud, de toute façon on l'a toujours dit, enfin moi je l'ai toujours dit qu'un manga n'a pas besoin d'être magnifique pour fonctionner, et même Tezuka le disait, bien avant moi je crois. Pas sûr. Va-nu-pied donc, c'est comme ça qu'on appelle ce garçon qui est à moitié à poil, puisque c'est un va-nu-pied, parce qu'il est pieds nus avec juste un short. Même si après il met des gants et une cape. Mais voilà, ça s'appelle Va-nu-pied, c'est par Valne et Maluko, ça sort au mois d'octobre aux éditions Kana. La suite, avec un manga un peu plus attendu et beaucoup plus connu d'ores et déjà, ça s'appelle Trillion Game, un manga qui a été créé par deux auteurs déjà bien légendaires. Richiro Inagaki, l'auteur entre autres de High Shield 21, de Dr. Stone. Le scénariste. Le scénariste. Et puis du dessinateur Ryoichi Ikegami, qu'on connaît pour Sanctuary, pour Crying Freeman. Il a été prépublié dans le Big Comics supérieur et c'est un seinen assez accessible qui va nous emmener aux côtés de deux garçons dans une histoire de success story. C'est assez rare dans le manga, les success stories. Il y a d'un côté Haru, le commercial par excellence. Il a une tchatch, mais c'est presque du génie. Et de l'autre côté, il y a Gaku, un nerd ultra timide mais techniquement surcompétent avec un ordinateur entre les mains. Et ensemble, ils forment un duo qui a pour objectif d'accumuler $1 trillion. $1 trillion soit suffisamment pour s'offrir tout ce qu'ils veulent. Et spoiler, dès les premières pages, ils y arrivent. Bienvenue à Qui veut gagner $1 trillion. C'est ça. Non, franchement, c'est rare de voir ce genre de manga en France. Une histoire de success story façon Loup de Wall Street. On voit là où ils sont arrivés. On voit qu'ils ont réussi leur objectif. Et on va te montrer comment ils en sont arrivés là. Et je trouve que ce genre de scénario, on l'a pas souvent dans le manga. Non, pas en manga, ça tient plus du cinéma normalement, c'est un peu du Rise and Fall. Après, en soi, c'est quelque part proche de Sanctuary. T'as une success story du milieu mafieux et gouvernemental, mais au final, c'est un peu proche quand même. Après, success story, c'est surtout l'arnaque story plus que success story. Et ça, on en a beaucoup des mangas sur l'arnaque. Mais moi, je trouve que ce duo, il fonctionne très bien. C'est un duo de génie. C'est un peu cliché parce qu'on a vraiment le nerd et le mec qui a le bagou, le commercial, qui est un peu débile. Enfin, au début, tu crois qu'il est débile. Et après, tu vois que le mec, c'est quand même un génie, quoi. Il anticipe énormément de choses. T'as aussi ce truc de... Merde, j'ai oublié. Ce truc de quoi ? Je cherche en fait. J'allais dire un truc, c'est... Ah putain. Je te laisse retrouver. Je vais reprendre. Moi, je trouve que c'est un manga qui est cynique. Extrêmement cynique. Excessif dans tous les sens. Ouais. Mais en même temps, quand on voit le scénariste... High 21, Dr. Stone, c'est ultra excessif comme manga. Mais sauf que là, il a rajouté un cynisme. C'est un plaisir. Moi, j'aime bien ce côté... Venez, on va y arriver. Je vais vraiment appuyer sur ce cynisme. Et à chaque chapitre, à chaque fois que j'avançais, je faisais oh, qu'est-ce que c'est cynique. Oh, j'aime bien. Dis donc ce que c'est cynique. et tu te dis pas ça souvent dans la vie. Non, mais après, c'est vrai qu'en plus, quand tu vois le style du dessinateur, tu te dis, évidemment, il a essayé de se faire un truc à contre-emploi, là, pour le coup. Mais parce que c'est très sérieux, et en même temps, il y a beaucoup d'humour, et c'est très comique. Et il y a une vraie critique derrière cette folie du scénario, il y a une vraie critique de la société. Ah oui, il y a une critique, et c'est vrai que c'est ça que je voulais dire, il y a un duo génie, c'est un duo de génie, mais aussi un duo très comique. Et t'as quand même, lui, il dit qu'il est débile, mais il a ce truc de je m'en fous. Ce à quoi il faut croire, c'est aussi l'amitié. Ça, à un moment, ça m'a fait rigoler parce qu'à un moment il fait l'amitié c'est plus important pour moi et c'est pour ça que notre duo va fonctionner. Mais c'est vrai que la critique est omniprésente, il y a la critique de la société japonaise et par extension sur certains points on a une critique mondiale, que ce soit la consommation ou autre, et qu'on retrouve d'ailleurs dans Sanctuary, donc on va parler plus tard, mais ouais. C'est bien présent. Tu préfères lequel des deux, toi, entre le tchatcher et le nerd ? Ah, le nerd, évidemment. Franchement, le tchatcher, pour moi, je me vois pas, je m'identifie pas du tout comme lui. Je préfère être le nerd, toi. Oh, mais il est trop bien ce coup qu'il fait, tu sais, dans le concours de hacking pour. Trop marrant. Ne serait-ce que l'histoire du nom pour s'inscrire. Enfin, je veux dire, tout ce truc. En plus, c'est un manga. Il n'y a pas de limitation dans le caractère. C'est trop bien fait, je trouve. Non, c'est bien. Mais c'est ça, c'est marrant parce que quand tu réfléchis à tous ces ingrédients-là, le scénariste, ce qu'il a mis dans le manga, c'est de la stratégie, du charme, du bagou, du fric, plein de fric partout. Ouais, le principal. Et je reviens à
de la stratégie tout le temps. Il y a tout le temps de la stratégie. Mais c'est ça qui est dur dans ce type de manga, c'est qu'il doit imaginer à chaque fois un truc où justement ça va nous faire on s'y attend pas, et c'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup de rebondissements. Il y a des situations où tu sais que ça va passer mal, mais il va trouver quelque chose, mais on n'arrive pas à trouver ce qu'il va trouver. Et c'est ça où il est fort, je pense, l'auteur Eiichiro Miyazaki, il est très fort là-dedans. Ça s'appelle donc Trillion Game et c'est disponible aux éditions Glénat. Autre tome 1, Cagnard, je vais te laisser nous faire le pitch. Ça s'appelle Tokyo Aliens. Ouais, Tokyo Aliens, qui a été scénarisé et dessiné par Naoe, je pense qu'on le dit comme ça. Le tome 1 sera disponible en octobre. Ça sera chez Kana, dans la collection d'Arcana, et sinon c'est édité chez Square Enix. Alors, Tokyo Aliens, c'est vraiment un shonen de base qui raconte l'histoire d'Akira Gunji, qui découvre que en fait les aliens ils sont déjà sur Terre, mais qu'en plus il y a tout un système officiel qui est mis en place pour les accueillir sur Terre. En tant que touristes d'une part, mais aussi immigrés. Ça te rappelle un truc, Joe, non ? Ah bah il y a un petit écho. Ça me rappelle bizarrement Independence Day, ouais. Mais du coup, évidemment, certains des touristes ne respectent pas les règles, et c'est pour ça qu'il y a une police des aliens qui a été mise en place. Donc on va suivre le destin d'Akira qui va découvrir cette société et qui va intervenir dedans. Alors c'est un titre que j'ai beaucoup aimé. Alors il faut faire attention parce que j'ai trouvé que la mise en place a été très longue. C'était très bavard pour t'expliquer un concept que comme vous l'avez dit, c'est Man in Black, du coup c'est ça, peut-être pas besoin d'aller aussi lentement, mais en même temps le dessin il est vraiment super beau, c'est très fin, c'est très soigné, voire c'est assez nerveux, et en fait je crois que le truc très bête qui a fait que j'ai aimé ce manga, c'est que je trouve que c'est assez inédit, un manga qui parle d'extraterrestres. Quand on prend les shonen, on parle souvent d'esprits, de yokai, de fantômes, mais d'extraterrestres dans le shonen, en fait, j'en connais pas tant que ça. À part Dan Dan, tu veux dire ? Du coup. J'ai pas lu Dan Dan du coup. Mais non, mais écoutez, on s'était dit à l'époque. Rendez-vous dans 10 ans. Non, mais on s'était dit à l'époque que quand One Punch Man et My Hero étaient sortis, des trucs de super-héros, il y en avait pas tant que ça. Pas, ouais. Et que là, du coup, peut-être qu'un truc d'alien dans le shonen, on va peut-être en avoir de plus en plus parce que ça ouvre le champ des possibles. Et on se pose souvent la question de pourquoi il y a aussi peu de mangas de science-fiction en shonen. En fait, c'est peut-être ça l'avènement du shonen de SF. Même si moi, si je réfléchis bien, j'ai Dragon Ball, j'ai Gintama. Oui, mais c'est pas le propos, toi. C'est des aliens, mais on s'en fout. Oui. C'est le bagarre. C'est toujours la bagarre qui compte. C'est toujours la bagarre. Y a-t-il de la bagarre dans Tokyo Aliens ? Pas tant que ça, parce que encore une fois, la mise en place est assez longue. Par contre, une fois que ça y est, ils ont bien mis en place le truc, ils découvrent la communauté des extraterrestres, tu comprends qu'il y a un grand méchant, et que lui va devoir faire partie des Man in Black, on va le dire très, très clairement. En fait, le manga, il se retrouve très mystérieux au final. Il y a évidemment un background chez ce personnage qu'on connaît pas, qui est mystérieux. Et son père. Je trouve que c'est son père. Évidemment son père. Ou son grand-père, pardon. Et je sais pas, j'ai trouvé qu'au final c'était assez fin. Et ça m'a fait tiquer parce que ça se sert des codes du shonen de fantasy, mais dans un milieu qui est hyper urbain au final. Parce que je voulais te demander, est-ce que t'as pas l'impression que ces codes de la fantasy là, c'est pas c'est comme un manga un peu comme Black Butler ou ce genre de choses? C'est-à-dire, tu penses qu'on a qu'on va prendre des codes d'autres sous-genres, etc., pour les changer de lieu, pour les déplacer un peu. C'est un peu le risque qu'il y a. J'aurais bien aimé lire le tome 2 en fait, mais bon, il est pas dispo encore, mais j'aurais bien aimé voir comment ça avance, parce que quelque part, je vous dis que la mise en place est très longue, mais au final, même au niveau du mystère, on avance assez rapidement quand même. Dès le tome 1, là, on sait qui est le grand méchant, on sait quel est le lien de filiation avec le héros, et en fait c'est un manga qui est très intriguant, et en fait il peut se finir soit en 3 tomes, soit en 35 tomes, tu vois, vraiment. Il est toujours en cours, mais il est très très attendu en France. Je pense je suis pas étonné que l'année prochaine ils nous disent un petit Tokyo Aliens, c'est l'animé. Mais du coup, je conseillerais de le lire parce qu'il n'a rien de super original, si ce n'est ce concept des extraterrestres. Et tu sais très bien que quand tu parles d'extraterrestres et que surtout tu parles d'extraterrestres sur Terre,
t'as le champ des possibles qui est ouvert Ah pour oui, les clairement. autres galaxies, les autres planètes, Et puis en plus, t'as énormément de références à piquer à droite à gauche, t'as toute une Ouais. codification qui est possible, et ça donne toujours très très envie. Tokyo Aliens, ça sort donc en mois d'octobre aux éditions Kana. La suite, c'est avec un manga d'action qui s'appelle Tesla Note. Tesla Note, c'est un peu une super production, comme ça se passe parfois au Japon, tu sais, avec des synergies animé, manga, il y a un scénariste Tout qui est va commun aux ensemble. deux. Les Il figurines. y a des bouquins prévus d'un côté, une machine quoi. Et donc derrière ce manga, il y a 3 personnes, Kota Sanomiya, Yukifumi Nishida et Tadayoshi Kubo. Nishida, c'est le plus célèbre des 3 parce qu'en fait, il est connu en tant qu'auteur et scénariste depuis plus de 10 ans sur une licence qui est extrêmement célèbre au Japon, très très peu en France, qui s'appelle Tiger and Bunny. Ah bah oui, dont on avait eu quelques mangas en France. Bien sûr, d'ailleurs. en 5 tomes, très compliqué à trouver à l'époque. Sur les super-héros, critique de la société japonaise. Tout à fait, sauf que Tiger and Bunny, c'est une référence en termes d'animé au Japon. Mais c'est, il était bien, hein, l'animé. Ouais, il défonce vraiment. Ouais, Et le donc, manga, il était bien, ce c'était scénariste, bien, c'est humoriste, acteur à ses débuts, puis finalement, il se retrouve à écrire et à bien écrire avec succès en tout cas. Puis derrière, t'as Kubo qui lui vient de l'audiovisuel, puis le dessinateur Kota Sanomiya qui avait réalisé une première série à l'époque en 2017 qui était inédite en France avant de faire Tesla Note. Il a fait ensuite Tesla Note qui s'est arrêté un peu rapidement, et depuis il dessine le spin-off de Blue Lock consacré au personnage de Nagi. Il y a déjà un spin-off. Bien sûr qu'il y a déjà un spin-off, ça a mis du temps à sortir en France, Blue Lock, il y a beaucoup Oui, de parce tomes qu'ils sont d'avance. déjà au tome 20, je crois. Ouais, au ça Japon. va Ah très vite. 20 tomes. Bah, bien je sûr. pensais pas, je crois qu'il y en avait 10. Et Nagi, on le voit, là il est totalement avec Yoichi dans le tome 8-9, 9, c'est le 9 qui vient de sortir. Ouais, le 9. Dans les matchs en ce moment C'est ouf. Ça. dans le Blue Lock. Bref, donc Tesla Note, ça parle de quoi? Parce que c'est vrai que je vous ai fait tout le pitch du concept, mais je vais pas Toujours parler pas du le bouquin. Le bouquin, c'est quoi? À la fin de sa vie, il y a Nikola Tesla, Très le connu. génie, tout ça, un inventeur, futur, non, qui a enfermé l'intégralité de toutes ses inventions dans un cristal qu'il a divisé en fragments et qu'il a dispersé aux 4 coins du monde. Tiens. Un système pour sceller les pouvoirs du cristal pendant un siècle pour éviter de faire sombrer le monde dans le chaos et la destruction. Dis-toi que pour la légende, Tesla, on dit de lui, c'est pas vrai, mais on dit de lui qu'il a inventé le rayon de la mort. Hein, donc c'est. Le rayon de Star Wars. Non, ça c'est l'étoile de la Ça, c'est mort. l'étoile C'est de la pas le mort. Ouais, rayon alors, de la mort. excuse-moi, l'étoile de la mort, Oui, elle bah, c'est envoie pas le rayon de la mort. Non, bien sûr que Non, mais il y a plein de légendes autour de Tesla, donc forcément ça va avec. Il a fait plein d'inventions qui auraient pu être dangereuses pour l'humanité. Il a créé une machine à Alors que c'est tremblement un de mytho, il terre a et juste tout volé ça. des inventions aux gens. Mais non, Il a même créé la William Bell, moi je supporte William Bell. Mais non, en fait, il s'est fait aussi piquer pas mal de trucs, Ouais, Tesla, pour la petite histoire. Bref, il aurait inventé une machine à tremblement de terre qui aurait un peu trop marché, donc il aurait. Bref, c'est compliqué, il y a plein de trucs. Et donc, il y a des accidents qui sont provoqués dans ce monde avec des distorsions d'espace-temps. Ça commence à s'enchaîner dans divers pays. Et il y a une société d'espions de la sécurité japonaise qui soupçonne des organisations criminelles de posséder, d'utiliser ces cristaux pour créer ces incidents. Donc, ils envoient des agents, Botan, une jeune fille un peu totalement ninja, et puis son coéquipier Kuruma, un mec qui fait des têtes rigolotes pour réunir les fragments des cristaux de Tesla. Ça va, l'équipe m'a l'air bien. Ouais, c'est marrant. Moi, je peux Ouais, compter sur eux. Tu sais, je dis c'est Alias en manga. En tant que fan de J.J. Abrams première époque, je pouvais pas passer à côté de ce manga. La suite de Fibonacci. Ouais, Oh c'est là ça, c'est là. Fibonacci dans Alias. Ouais, c'est drôle, je savais pas que t'allais dire ça. Et en vrai, pour moi, c'est Fringe en manga. Et c'est vrai que c'est co-créé par J.J. Abrams Ah, oui. Fringe. Et moi, j'adore Fringe. Franchement, c'est une de mes séries. Tu vois, quelle saison, j'étais trop content de la Putain, mais regarder. vous vous retrouvez tous les deux, c'est trop Et- beau quoi. C'est fou, Vous hein. êtes des frères en Vas-y, fait. dégage. C'est bon, ils se foutent de notre gueule. Allez, c'est de la merde. Ouais. Sachant que pour la petite histoire, moi j'avais, vous savez, on remplit des trucs, on dit à peu près ce qu'on va dire dans l'émission, dans les grandes lignes, Ouais. et je l'ai rempli en premier et Johnny ensuite. Donc Johnny savait très bien ce que Non, mais j'allais. mais- C'est un très mauvais jeu Parce qu'en d'acteur fait, là là, quand même. C'est Qu'on pas a eu. ça, c'est parce que Tiens. je savais pas ce que t'allais dire, mais c'est Mac-Sim. quand j'ai dit que ça allait être Fringe, je savais pas que c'était à J.J. Abrams qui avait fait Alias. Et quand j'ai lu, j'ai fait ah c'est drôle. Très Moi mauvais j'allais dire acteur Fringe. studio. Très mauvais Ah, vous acteur êtes vraiment pas marrant. Moi j'essaie de faire ma réaction en live et vous êtes pas. Acteur studio. Tesla Note, c'est étonnamment très drôle malgré tout. Tu sais, dans toute cette action et tout, ce qu'on n'a pas dans Alias, ce qu'on n'a pas dans Fringe, ce qu'on n'a pas dans ce genre de manga d'action, c'est l'humour. Et là, on est dans le manga et finalement, le manga, ça se prête aussi bien aux gags, mais qui arrivent au mauvais, bon moment et ainsi de suite. Et tu sais, t'as des scènes très héroïques qui se terminent toujours par un petit Par un gag petit ou ce gag, genre de ouais. choses. Et bah là, il y en a. Et il y a des gueules de personnages.
Ils font une espèce de gueule un peu à la GTO. Ça me fait vraiment rire. Après, je suis pas trop d'accord. Dans Fringe, il y a des trucs drôles justement avec le docteur qui est trop con. Mais voilà, moi, je trouve que c'est très facile à lire. C'est un peu comme. Il est malade et tout. Les mecs, oui, mais les gars, vous battez pas, vous êtes des frères, ok. Vous aimez tous les deux Didier Moi, je trouve Abrams. que c'est très facile à lire. Tesla Note, c'est un peu comme un roman de gare, mais pas le roman de gare péjoratif. Hein. C'est vraiment. Il y a pas de roman de gare non, péjoratif. Les romans de gare, tu vois, c'est une histoire qui, en gros, ça reste pas forcément dans les mémoires, ça dépend pour qui, mais tu sais que tu vas passer un bon moment. C'est pour ça que tu achètes un roman de gare, ça se lit rapidement et c'est cool en fait quand tu lis. Et ben Tesla Note, moi, c'est ce que j'ai ressenti avec mon Thomas. Malheureusement, ça se termine assez vite en 6 tomes. Et j'avais l'impression que c'était prévu, ne serait-ce que par le concept. C'est pour ça que je vous expliquais que c'était 3 auteurs au début, l'animé machin. Ouais, ils avaient monté un projet vraiment. Qui s'est peut-être un peu fini en queue de poisson. Ouais, Tesla, c'est pas porteur. Tesla, c'est peut-être pas assez porteur. En tout cas pour les voitures, oui. Maintenant, oui. Maintenant. Ce qui n'a rien à voir. Hein. C'est pas Tesla qui a inventé les voitures Tesla, qu'on soit bien clair à ce sujet. T'es sûr de ça? J'en suis à 100% Parce qu'il a inventé certain. la téléportation dans le film de Nolan, là, dans le Prestige. Alors, il a inventé des concepts qui ressembleraient à ça. Mais, et c'est David Bowie d'ailleurs. C'est compliqué de dire, parce qu'en fait, Tesla, il a inventé des trucs, mais il a inventé des concepts, pas des trucs utiles. Des trucs pas ouf en fait. Mais ça, c'est pas officiel que c'est fini, parce que c'est 7 en cours. Mais... Non, c'est fini Tesla Note. Oui, bah peut-être que sur ton site internet, c'est. Bah non, mais moi je demande, hein, moi je veux juste savoir. Il y a un tome 7. Pourquoi tu regardes sur le bon coin? C'est pas. Bah j'ai vu le tome 7 qui était disponible. Alors c'est peut-être 7 tomes et pas 6. C'est peut-être même 8 tomes et pas 6. Je sais pas, il y a combien marqué ongoing, on sait jamais. Gardons espoir. Gardons espoir. Non, moi je vous le dis, c'est terminé. Puisque le dessinateur travaille déjà sur un autre manga, c'est compliqué, tu sais, de faire de manga à la fois. Tesla Note, donc, c'est aux éditions Vega Dupuis. Johnny, la suite c'est à toi. On parle de voyage dans le temps, donc tu vois, on peut reparler de Fringe aussi si tu veux. Un nouveauté. Time Paradox. Ouais, c'est ça, Time Paradox. Ça parle de quoi? Dis-nous tout. Ah oui, je fais le pitch parce que moi j'avais fait tout le truc en l'envers, mais du coup le pitch, on va suivre Teppei Sasaki, c'est un mangaka nouveau dans le game. Le seul rêve qu'il a, c'est de réussir à publier une série dans le célèbre magazine du Weekly Shonen Jump. Ah, encore un, merci. Et malheureusement, il a gagné qu'un concours depuis et il rate toutes ces histoires qu'il présente à son tanto, à son éditeur. Et ça fait pas mouche. Et du coup, un jour, il va rentrer chez lui. Le micro-ondes va être frappé par la foudre. Et là, incroyable, il va recevoir le Jump, mais de 2030. Donc 10 ans après de là où il vit actuellement. Et dedans, il va découvrir une histoire incroyable. Alors, je n'ai pas envie de spoiler, c'est pour ça que je m'arrête là sur ce pitch. Mais en gros, il va y découvrir l'histoire, mais il va la plagier comme un con. C'est ça en fait. Et c'est pas la sienne. C'est surtout que c'est pas la sienne. En fait, il est devant, il fait je fais quoi? Ouais. Histoire de. Non, mais alors pour je le coup, fais non. ou je le fais non, pas? Non, il quoi. est pas devant. Et au début, il pense qu'il a rêvé. Et il fait waouh, le monde m'a envoyé un signe, vas-y, je vais écrire cette histoire, je l'ai pensée moi-même. Et du coup, là, il l'écrit. Et sauf que quand il reçoit la semaine d'après un nouveau Jump, il fait ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plagié quelqu'un. Gros problème. Et le truc du micro-ondes, encore dans les voyages dans le temps, ça t'a pas fait penser à Steins Gate? Bien évidemment. Mais le micro-ondes, ils font pas dans Steins Gate. Et à demain, c'est juste des bananes qui font. Demain à la une aussi. Ouais. Il y a pas de micro-ondes? Non, c'est un chien qui apporte le journal. Ouais, un chat. D'accord, il n'y a pas de micro-ondes. Non, il n'y a pas de micro-ondes. Vas-y, va-t'en, t'es pas avec nous. T'es pas avec nous. Ok, les cas, brothers Abrams. Au niveau des auteurs, on a le dessinateur qui est Tsunehiro Date, qui a fait 2 one-shots et une série de 4 tomes vite fait. Mais voilà, donc il n'a pas eu de grandes séries. On aurait pu s'attendre ça avec Time Paradox, mais finalement ça va s'arrêter très vite vu que c'est qu'en 2 tomes. Et au scénario, on a Kenji Ichima, qui est juste scénariste sur ce titre. Il est inconnu au bataillon. Donc le tome 1 il sort le 12 octobre. Donc comme vous l'avez compris, c'est chez Shueisha, Shonen Jump. # Crunchyroll, parce qu'en France ça sera édité par Crunchyroll. Exactement, un manga qui avait vraiment tous les atouts, tous les contours pour me plaire, pour nous plaire, à nous, gens de la 5e de couve, car un héros mangaka, de la science-fiction, une boucle temporelle, le complexe du grand-père, les droits moraux, le plagiat. C'est vraiment dommage que ça soit si court, parce que même graphiquement c'était chouette. Enfin, il y avait tout dans ce manga. Quelle déception, et tout ça à cause de gens au Japon qui notent mal. En fait, c'est un peu ça. Ce que j'ai lu, c'est que c'était très apprécié des Occidentaux, mais ça n'a pas touché le public japonais.
Du coup, ça s'est arrêté parce qu'il y a vraiment un engouement en dehors du Japon, mais pas pour le Japon. Et à cause de ça, ou en tout cas pour cette raison, ils ont dit bon bah non, on va pas continuer. Toi. Ils auraient dû nous le mettre directement sur Manga Plus sans passer par le Ouais. Jump. Après, c'est toujours difficile. Tu dis tiens, est-ce qu'on peut éditer quelque chose en dehors du Japon juste pour eux ? Je sais pas si ça peut se faire, mais parce qu'en soi l'économie elle est japonaise, donc mais le but c'est de gagner de l'argent. Donc si tu le vends ailleurs, tu gagnes de l'argent. Ça aurait pu. Hein. Moi, je conseille aux éditeurs français de contacter cet auteur et on reprend la série. Pour le coup, ouais, ça aurait pu être une grande série. En tout cas, lui, il fait. Je lui conseille de passer un coup de fil au mec de Psyrène. Appelle le gars de Psyrène, il va t'aider. Après, Time Paradox, de toute façon, c'est dans les boucles temporelles, c'est toujours compliqué. C'est de la SF. Mais moi, ce que j'ai apprécié dans ce titre, c'est que c'est un peu comme Fondation d'Asimov. Le scénariste, il met vraiment un point d'honneur à tout expliquer, afin d'avoir vraiment une cohérence parfaite. En tout cas, il envisage toutes les possibilités et il te le dit. Et pour le coup, tu dis, ok, c'est logique. Il n'y a pas de trou, toi. Mais c'est peut-être ça, justement, qui a posé problème aux lecteurs du Jump, parce que souvent, tu sais, ils vont vite, souvent ils passent des explications. Alors ils font des petits trucs un peu techniques, c'est comme dans Hunter, tu vois, on t'explique le naine, mais c'est un peu farfelu, alors que là, on est dans une cohérence de science-fiction, on est dans un truc qui est codifié, qui est clair, qui n'a pas été inventé par un mangaka, et peut-être que justement, c'était peut-être ça qui a gêné, je sais pas. Je sais pas, en tout cas, c'était vraiment pas mal. Je me dis que. Après, je peux pas m'empêcher d'y voir une sorte d'écho dans la vraie vie de ce qui se passe avec ce manga, parce que c'est un peu une mise en abîme parfaite. Dans le manga, à un moment, il parle que l'auteur va peut-être un peu trop vite et que ça va exploser en vol. Et au final, c'est ce qui arrive pour son propre manga. Donc j'ai l'impression que ça fait un écho. Je trouvais ça assez drôle. Mais ça n'empêche que même si c'est que 2 tomes et qu'on sait que la série s'est arrêtée un peu abruptement, c'est assez intéressant de le lire. Pour le coup, moi je m'y attendais pas parce que je me suis fait pourquoi ils sortent ça. Enfin, en vrai, le manga se finit pas. Donc pourquoi tu le sors ? Si, il y a une fin. Il y a une fin. Oui, il y a une fin. Mais tu sais que ça aurait pu aller plus loin. Et tu fais bon. Mais quand tu lis le tome 1, tu fais waouh, c'est pas mal. Et tu te dis ok, je suis parti pour 10 et non, 2 tomes. Time Paradox, donc aux éditions Crunchyroll au mois d'octobre. On change d'éditeur, on va aux éditions Kiun et on change de genre puisqu'on parle de tranche de vie avec un manga de tranche de vie qui s'appelle Slice of Life. Petite répétition. Ils ont bien choisi le nom. Et le pitch, c'est un peu le même. Hein. C'est Naruhiko qui est mangaka. Il vivote depuis une dizaine d'années. Il a que des séries courtes. Alors lui, il est un peu level up parce que l'autre, il avait pas du tout de série. Du coup, il n'en pouvait plus. Mais lui, il a que des petites séries de genre 4-5 tomes maximum. Il peine à trouver une histoire à succès qui permettrait lui justement d'atteindre une série longue. Et ce que souvent recherchent quand même les auteurs, et c'est un peu le pendant Time Paradox mais level up. Et bref, il se lance sans trop de conviction dans une histoire en se basant sur son quotidien, sur son île de sa campagne paumée et ennuyeuse. Et il pense que ça va intéresser personne, et pourtant son éditeur est assez emballé et hop, commence le tome 1. Un manga signé par l'auteur de Barakamon. Exactement. Ah, tu veux que je fasse maintenant cette fiche technique ? Ah bah si, oui. Très bien, très bien. Tu peux continuer à nous parler des auteurs. Le dessin et le scénario, c'est Satsuki Yoshino qu'on a rencontré pour Barakamon. Barakamon qui se finit en 18 tomes, il s'est fini récemment, donc vous pouvez le lire. Petite anecdote, Barakamon, ça veut dire, c'est une expression du Sud qui au Japon veut dire avoir la pêche. Voilà, vous le savez maintenant. Qui convient parfaitement au manga. Et du coup, là, on a le tome 1 qui est sorti fin août. Donc, c'est fini. C'est Editor Square Enix, c'est chez Kiun maintenant. Ce sera en 3 tomes. Donc, au moins, on le sait, vous le prenez. C'est 3 tomes. C'est déjà terminé au Japon, Slice of Life. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Qu'est-ce que tu en dis de ce manga ? Bah, on en a parlé dans la dernière émission, pas les ventes, mais celle d'avant encore, du Yashikei. Et en vrai, c'est un Yashikei pur et dur. On est dans du chill. Et ça nous fait du bien. Voilà. C'est vraiment le côté, tu le lis, t'es tranquille. Moi, j'aime bien ce côté un peu Bakuman. Tu es obligé de rapprocher de Bakuman parce qu'on parle d'un auteur voilà, qui est avec son éditeur, du métier du manga, comment ça se passe, le métier d'édition, les recherches, etc. Et c'est moitié semi-autobiographique en fait. Moi, je suis allé sur les îles de Goto et en fait, l'auteur est né sur les îles de Goto. Et je pense qu'il s'est fortement inspiré de ça pour d'abord Barakamon et ensuite Slice of Life. Et moi, quand je suis arrivé à Goto, c'est estampillé Barakamon. T'arrives là-bas, tu fais pub Barakamon, des mangas partout Barakamon, n'importe où.
que ce soit au 7-Eleven, que ce soit à l'aéroport, n'importe où tu as du Barakamon, tu fais mais c'est l'enfant du pays, quoi. Il est là et tu le vois dans Slice of Life que c'est un peu la même chose pour son premier manga. Oui, parce qu'il se balade Oui. et il va prendre des photos pour son manga, etc. Et il rencontre des gens sans amis, ainsi de Et suite. pour le coup, c'est semi-autobiographique parce que forcément, tu fais ce rapprochement. Et par contre, c'est vrai que les îles de Goto, petit aparté, c'est vraiment magique. Il y a 0 touristes, étrangers en tout cas. C'est le calme total. Et quand tu vois dans le manga qui fait ouais, c'est paisible et c'est paumé, c'est vraiment paisible et paumé. Moi, quand on y est allé, on était trop heureux de là-bas. Est-ce que tu saurais nous dire exactement à quel endroit c'est du Japon, les îles de Goto? Oh là là, merde, je me rappelle plus. En fait, ça s'appelle Goto parce qu'il y a 5 îles. Le To, c'est le Goto. To de île et le Go, c'est le 5. Merde, c'est où c'est... Eh ben, si c'est vous avez Google non, mais Maps. c'est en Kyushu, c'est dans le sud parce Ok. qu'au Hokkaido, il faisait trop froid là-bas. Mais c'était dans le sud. Je vous donnerai l'adresse plus tard. Mais Très bien, on y merci. est allé, c'était trop bien. Est-ce que tu as un dernier petit mot sur Slice of Life? Moi, par exemple, j'ai préféré un peu l'histoire parce qu'en fait, dans Slice of Life, il y a 2 narrations. Il y a le mangaka qui est en train de dessiner, de raconter une histoire. Et donc, on suit ce manga comme si c'était le manga principal. Et ensuite, il y a la partie sur sa vie à lui en parallèle. Bah, moi, j'ai préféré ce qu'il dessinait que sa vie à lui. Ouais, je comprends. Moi, j'avoue que j'ai pas lu le résumé. Je m'attendais pas à rien du tout. Moi, l'étrange de vie, j'aime bien, mais de temps en temps, tu vois. Et là, j'ai lu et sans connaître que dalle, et j'ai vu la mise en scène. Et j'ai fait waouh, mais c'est assez original. Et moi, en fait, ça m'a surpris. Et je voudrais pas qu'on me le dise, donc je veux pas spoiler. Mais pour le coup, j'ai fait c'est cool ce qu'il a fait. Mais après, je peux comprendre ton sentiment pour le coup. Ouais. J'ai terminé le tome 1 et je savais pas si j'ai aimé ou pas. Tu sais, des fois ça me fait ça. J'arrive et je fais je veux la suite, mais je sais pas si je suis fan ou pas. Ouais, Mais j'ai je envie veux de la continuer. suite, Mais je vais quand même continuer, attention. mais je suis pas pressé. Mais je veux la suite. Ouais, mais je vais lire la suite parce que j'ai besoin, j'ai envie de voir. Mais c'est vrai que où l'intensité ça des va. premières pages est assez haute, et vers la moitié, tu fais Ouais, ça te c'était laisse. vraiment bien, ça. C'est Ouais. circonspect Mais je et en comprends. même temps bien et en même temps. Mais bien quand même, parce que j'ai rien à lui Mais de toute reprocher. façon, c'est un yashikai, donc on est là pour être Pour se tranquille, laisser tu porter, vois, ça fait du bien, exactement. voilà. C'est pour ça aussi qu'on reste sur ce genre de sentiments. Slice of Life, c'est aux éditions Ki-un. La suite, on parlait de Trillion Game tout à l'heure, dessiné par Ryoichi Ikigami. Bah là, on va parler de Sanctuary Joe. Sanctuary, pitch très simple. Au début, on suit l'histoire de Hojo, qui est un chef de clan Yakuza, dont l'objectif est d'atteindre le plus rapidement possible les hauts échelons de la pègre. Et on va se rendre compte très rapidement que son histoire est étroitement liée au politicien Asami, dont l'objectif est plus ou moins le même. En gros, c'est la même chose, mais version politique. Et on va suivre très vite ces deux-là, qui se connaissent finalement depuis un bail, et que rien n'est laissé au hasard dans cette histoire. Intrigue dans la pègre, intrigue politique. Et donc c'est écrit par... C'est écrit par Buronson, très connu. Buronson, oui, on en a déjà Buronson. parlé dans une émission. Scénariste entre autres sur Lord, Okutonoken, Jekoku, Do Girl, etc., etc. Et le dessin, donc Ryoichi Ikigami, donc avec Trillion Game, dont on a parlé en début d'émission, Crying Freeman, Adam et Eve, Lord, etc. C'est vrai qu'il y avait Adam et Eve aussi. Oui, c'est toujours Ah oui, bien de le on en a rappeler. parlé. Qu'est-ce que t'en as pensé de Sanctuary? J'ai trouvé ça assez ouf parce que pour moi j'avais vraiment l'impression que c'était un film. Je regardais et c'était un vrai film que je regardais. Dans un style un peu différent. Ça m'a rappelé la trilogie Infernal Affairs, la trilogie hongkongaise là, que j'adore. Et quand j'ai vu Sanctuary, j'ai fait waouh. Mais c'est vrai que c'est hyper cinématographique parce que oui, ça fait penser à Infernal Affair ou le remake de Scorsese. Moi, bizarrement, je l'ai mis ça en comparaison avec il y a la série là sur Canal+ Tokyo Vice, qui est adaptée du roman du journaliste Blake Adamstein. Je sais plus vraiment comment il s'appelle, mais c'est vrai que il y a un style tellement cinématographique. C'est tu rentres dedans, t'as lancé le bouton play et ça y est quoi, t'es dans le milieu des Yakuza et c'est trop bien. Et c'est pareil que Trillion Game, au final c'est un duo qui fonctionne, le Yakuza, le politicien, et grâce à ce duo, t'as tous les travers de la société japonaise qui sont dénoncés, aussi bien
Aussi bien la pègre, aussi bien la politique, aussi bien les gens normaux. Enfin, t'as tout, t'as les journalistes Alors, aussi dedans. Il est doux avec les Yakuza. Hein. Il est quand même doux, tu vois. Bah, il est dur avec les politiciens. Ça, c'est vraiment tous des enfoirés. Oui et non, parce que le Yakuza, il a un code d'honneur. si quand j'avoue, même, tu vois. les Yakuza, ils tuent pas tout le monde. Ça. Ouais. Ils se disent non, mais je veux pas te tuer parce que moi, je suis. Après, c'est normal. Hein, il faut pouvoir justifier les actes du héros. Donc, il faut aussi que Oui, ça peut pas être les Yakuza totalement un soient enfoiré. pas D'accord. des enfoirés. C'est un manga des années 90 aussi, faut le savoir, parce que tant sur le trait, tu vois, Kikigami a changé entre Trillion Game et Sanctuary. Tu mets les deux côte à côte, tu vois qu'il y a une familiarité, mais tu dis pas forcément que c'est le même dessinateur. Il s'est affiné en fait, il s'est vraiment affiné, mais après moi c'est vrai que j'aime bien ce trait un peu gras, un peu dur, un peu bizarrement. Il est assez réaliste. Ouais, c'est réaliste, il arrive à dire traditionnel. Non mais c'est pas des dessins de manga, on va dire triangulaires. Lui quand il dessine un visage, c'est un visage humain. Non mais c'est un visage humain que tu vois. Quoi. On est beaucoup plus sur le réalisme effectivement. Sanctuary donc c'est aux éditions Glénat, c'est une réédition parce que ça avait été édité il y a un moment donné dans une édition perfecte ou que vous verrez certainement en 6 tomes. Je sais plus s'ils ont appelé ça de luxe ou si, c'est perfect. C'est assez bizarre d'ailleurs parce que Glénat l'avait déjà édité en fait en 96, à la fin de la série. Ils ont arrêté au bout de 2 tomes. Tu fais bon genre ça a pas pris. Kabuto l'a refait et eux ils ont tout sorti. Mais Kabuto, c'est fini, ça n'existe plus. Et là, Glénat a refait l'édition, ça me fait rire. Manga suivant, c'est aux éditions Pika et j'espère que Chat va vous plaire. Oh putain. Oh, je vais te buter. Elle est pour toi, Cagnard, celle-là. Ça s'appelle Chagnard. Oh putain, toi aussi. Les frères O là. Les frères O, c'est comme ça que je vous appelle maintenant. Appelle-nous les frères Miaou. Neko Gahara, Cagnard, dis-nous tout, de quoi ça parle. De chat, oui, mais pas n'importe quel chat. Alors, Neko Gahara, c'est donc la nouvelle série de Hiroyuki Takei. Enfin, je sais pas si on peut dire nouvelle parce parce qu'il l'a sorti en 2015. Voilà. Donc c'est quand même un petit peu vieux. Le tome 1, il est sorti le 24 août et ça sera une série en 5 tomes, donc série courte, éditée chez Kodansha au Japon et chez Pika en France. Donc pour le pitch, en gros, dans un Japon médiéval ravagé par les guerres civiles, le samouraï, et ça m'énerve déjà. Oui, parce que c'est pas une blague là. Oui, là c'est pas une blague. Samouraï. Nora Clio erre désormais 100 mètres, avec pour seul compagnon le sabre et la clochette que ce dernier lui a laissé. On va donc suivre son parcours de village en village et de combat en combat, évidemment. Parce que il y a 2 types de chats, de samouraï et de chats dans ce manga. Ceux qui ont une clochette et ceux qui n'en ont pas. Et c'est la première originalité que j'ai trouvée dans ce manga, parce que je me suis dit, ouais, ok, d'accord, ils ont fait un récit de samouraï, sauf que tu remplaces les samouraïs par des chats, tu vois. Et des jeux de mots. Et des jeux de mots. Oui. Mais en fait, non, les humains sont là. Les humains sont présents dans ce monde et les humains, justement, soumettent les chats. Je me suis dit, là, on a déjà un petit truc un peu original, tu vois. C'est pas juste des chats. C'est des chats, limite, dans leurs conditions. Pour l'instant, les humains, on les a pas vus dans le tome 1. Hein. Mais justement, c'est ça que j'ai trouvé assez intriguant. C'est que c'est vraiment l'éminence grise qui fait qu'ils contrôlent tous les clans de chats et qui font que les chats se mettent sur la gueule les uns les autres. Mais pour l'instant, les humains, on les voit pas, ils sont derrière. Et puis c'est par l'auteur de Shaman King. Oh putain. Je vais tout casser là, arrêtez. Le mec, il l'a fait. Arrêtez ça maintenant là. Mais ouais, c'est un vrai plaisir de retrouver le trait d'Hiroyuki Takei. Surtout que là, j'ai lu un peu les suites de Shaman King et j'avoue, je suis pas à fond. Tu vois, je suis pas à fond dedans. Et là, j'ai retrouvé son trait que j'adore. Par contre, effectivement, c'est un trait qui est différent de celui de Shaman King. C'est un trait qui est beaucoup plus lâché et qui donne un côté plus brouillon. C'est un peu plus compliqué de comprendre ce qu'il fait, mais je trouve qu'il y a toujours une espèce de volupté dans son dessin. Ça ronronne un peu, quoi. Oh, mais putain. C'est le mec qui est lâché. Mais non, mais j'avoue que moi, j'ai eu du mal à trouver son trait. Enfin, tu le vois au bout d'un moment, mais c'est comme c'est que des chats, vraiment. Il y a vraiment que des chats tout le temps. Les combats, c'est des chats. Enfin, tu sens du Takei, mais tu le vois pas directement, quoi. Si, parce qu'il y a vraiment, il a un don pour donner du style aux choses. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, mais il a un don du design pour rendre les choses stylées, et les chats sont stylés. Moi, son style, je le vois plutôt dans le noir et blanc, mais pas dans le dessin. Je sais pas, c'est dans le contraste qu'il arrive à mettre. Ouais, mais la gueule du chat héros, il est. Elle a un truc, elle a du. Il a une gueule, quoi. Il a une gueule, vraiment. Il a une vraie gueule de samouraï. Ouais, enfin, moi, il j'ai est fait une borgne et overdose tout. de chat. Et du coup, je commence à le lire avec pas trop d'espoir en fait. Mais je m'attendais pas à un récit aussi mature en fait. C'est un shonen, mais pourtant je trouve que c'est assez mature. Il y a des aspects assez violents.
Et en fait, en terminant le tome 1, je me suis dit, mais c'est l'habitant de l'infini en fait que je suis en train de lire, mais Avec des chats. avec un chat, enfin avec des chats. Et puis il y a tout un truc où je vois qu'il assume vraiment. Donc le héros a évidemment un destin assez tragique, il a perdu des proches. Et alors j'ai trouvé ça marrant, il y a un truc avec une drogue que les chats se font, c'est pas de l'herbe à chat, Si, mais c'est un l'herbe à peu un chat. équivalent. Et lui en fait, dès qu'il est défoncé, en fait il revoit ses vieux démons. J'ai trouvé que c'était... Et surtout, il en a besoin. Il en a besoin, et j'ai trouvé que c'était c'est cool parce que le mec en fait il est à moitié taré, il a des illusions devant lui, et on n'est pas dans un héros gentil. Alors c'est vrai que c'est souvent le cas avec les samouraïs, en fait ils sont pas forcément gentils, mais lui il l'exprime assez clairement, il bute pas mal de monde. Et en fait, en terminant le tome 1, je suis là, mais en fait, je suis à fond. J'ai envie de lire la suite. Et la suite, c'est en 5 tomes. Neko. Et je vais vraiment lire la suite. Par contre, effectivement, je mets un gros veto sur tous les jeux de mots avec les chats. Oui. Parce que. Tu mets un gros vétérinaire. Non, ça, c'est pas un jeu de mots, Joe. Ça, c'est nul. Ça. mis Les un autres, gros ok, je voulais bien, mais là, tu mets un gros vétérinaire. C'est quoi? C'est grossophobe? C'est quoi? Ça me fait rire. Mais du coup, je trouvais que justement, d'un côté, je vous dis, le récit, il est mature, il est adulte, c'est ce qui m'a plu. Et d'un autre côté, un dialogue sur deux, c'est un chat mouraille. Genre, ouais, non, mais vous n'êtes pas obligé de forcer non plus. Attention, il y attaque. Ouais, non, mais c'est avec des miaou, des chats mourailles. Évidemment. Ça, c'est la partie Neko un peu triste. Gara aux éditions Pika en 5 tomes. La suite, direction Akata. Totalement un récit totalement différent parce que on a fait ça par ordre alphabétique, donc vraiment ça passe du coq à l'âne avec Mon mari dort dans le congélateur, Cagnard. Ouais, Mon mari dort dans le congélateur. Bah déjà, je peux dire que j'ai beaucoup aimé le titre. Littéralement le titre, ça m'a intrigué vraiment. Donc au scénario, c'est Misaki Yazuki, et au dessin Iyaku Takara. Donc le tome 1 il est sorti en août et c'est une série en 2 tomes, donc c'est plutôt court, édité chez Shogakukan et chez Akata en France. Et alors pour le résumé de Mon mari dort dans le congélateur, on suit le quotidien de Nana, qui est une trentenaire mariée et qui est malheureusement victime de violences conjugales. Et en fait le manga démarre au moment où elle ne supporte plus cette situation et elle décide d'assassiner son mari qui est violent. Problème, elle le tue, elle le met dans le congélateur, elle a un énorme congélateur. Et quand elle se réveille le lendemain matin, son mari est encore vivant. Et donc, elle est complètement paumée, ne sait pas si elle l'a vraiment fait ou si il se passe quelque chose de surnaturel. Et en fait, c'est le point de départ de ce manga que j'ai trouvé extrêmement original et qui est sûrement mon petit chouchou de la rentrée. C'est quoi comme genre? Ça serait bien. Eh ben, c'est un petit peu compliqué parce que a priori c'est adaptation d'un polar à succès au Japon qui a été publié sur des plateformes numériques à la base. Mais c'est vrai que je ressens pas forcément le côté polar à fond. On va dire polar thriller parce qu'il y a un assassinat. Non, mais un polar, de toute façon, il y a une enquête avec un détective privé. Il y en a mais pas, là, il n'y a pas d'enquête. Bah voilà, il n'y a pas d'enquête vu que justement, dès le lendemain, elle se retrouve face à son mari et du coup, elle essaye de comprendre ce qui se passe. Donc, à la limite, on peut dire que l'enquête vient de là. L'enquête en soi sur non, qu'est-ce qui s'est passé. Un polar, il faut la police officielle qui fasse une enquête. C'est faux, c'est complètement faux. Ça, c'est un thriller si tu veux, parce que c'est des frissons, mais ce ne sera pas un polar. Sinon, pourquoi polar et police commenceraient par les mêmes lettres? Ouais. Comme Cholar et Cholis. Comme Shaman King et Shamgara. Mais du coup, c'est quoi qui te plaît? C'est l'ambiance, c'est le concept, c'est le pitch, c'est les personnages? J'aime bien le titre, j'aime bien le concept, et puis j'aime bien parce que quelque part c'est un polar assez inversé, parce que là on n'est pas en train de chercher à savoir comment elle l'a tué, on l'a vu le tuer, mais c'est surtout comment elle va se débrouiller pour le retuer, parce que son mari est violent là-bas. C'est clairement c'est dépeint comme un pervers narcissique, tu vois. Et le problème c'est qu'à partir du moment où il revient, en fait mais pour lui, il s'est rien passé. Ils ont juste dormi hier soir, tu vois. Et en fait, il devient de plus en plus sympa. Donc même ça, c'est bizarre. Lui qui était très violent, qui crisait, en fait, il devient de plus en plus cool. Du coup, j'ai vraiment un truc où c'est une ambiance qui est très planante. C'est un peu, en fait, c'est bizarre parce que ça m'a fait penser au manga Kunlun Generic Romance en termes d'ambiance, parce que oui, c'est bizarre. Si on est dans un truc très poisseux dans Kunlun, là on est dans un truc très froid. C'est vraiment froid. On parle de faits divers, de faits vraiment qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours et qui arrivent d'ailleurs dans la vie de tous les jours.
Et en fait, tu sais pas ce que tu lis. Je ne sais absolument pas où m'emmène le titre. Et j'avoue que j'adore ça parce que là où beaucoup d'autres titres que j'ai lus étaient sur un chemin un petit peu balisé, là, je n'arrive même pas à savoir quelle est la moralité du titre. Ah, mais moi, je pense que le mari, il ment. Il fait exprès de mentir pour après la tuer. Et comment tu veux qu'il mente? Il est mort parce que son il est cadavre... mort, mais il est revivant. Il Non, fait mais mais j'ai failli mourir. Et je vais mentir, comme ça elle va croire que je suis Johnny vient gentil. d'inventer un autre manga. Tu vas voir le tome Mais 2. écrit, hein, c'est bien. Le tome 2, Mais il non, va mais- faire je me rappelle de tout en fait, connasse. Mais non, Bam. mais parce que le cadavre est dans le congélo encore. Oui, mais il est encore vivant. Mais non. Et t'as dit qu'il devenait sympa. Oui, il devient sympa. Enfin bref, ce que j'adore... Tu liras ce manga. Ce que j'adore dans ce site, c'est que je ne sais absolument pas qu'est-ce que veut me raconter l'auteur. Parce que d'un point de vue moralité, c'est une femme qui est victime de violences sexuelles, de violence et de violence sexuelle, mais en même temps, elle commet un meurtre et elle est bien décidée à le rééditer, son meurtre, à le refaire plusieurs fois, autant de fois qu'il faut pour se débarrasser de son mari. Donc je suis complètement perdu et j'adore ça. J'adore cette frontière dans la moralité et même, voilà, comme je dis, le mari violent qui en fait devient sympa. Du coup, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est sympa? Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Et moi, je suis à fond là. Pour les 2 tomes, je suis à fond. Ça s'appelle Mon mari dort dans le congélateur, c'est aux éditions Akata. Cagnard, je te redonne la parole pour un autre meurtre. Cette fois, il est dans le Décagone, puisque le nom de ce manga, c'est Meurtre dans le Décagone, et c'est aussi l'adaptation d'un roman. Alors là, exactement la même chose. On a un titre qui est vraiment nul pour le coup. Meurtre dans le Décagone, je comprends pas. Voilà un titre nul. Alors, Comme Anne. Meurtre dans le Décagone, au scénario c'est Yukito Ayatsuji et au dessin c'est Hiro Kiyohara. Le tome 1 il sort en septembre et c'est une série en 5 tomes, donc c'est aussi une série courte. C'est édité chez Kodansha au Japon et chez Pika en France. Donc pour le résumé, c'est un groupe d'étudiants qui sont membres d'un club de romans policiers. Ils partent en vacances sur l'île de Tsunojima. Et une fois sur place, le groupe va faire une étrange découverte. Il va y avoir des mystérieuses plaquettes où figurent les mots victime, détective, coupable, et toutes ces petites plaquettes semblent leur être destinées vu qu'ils sont vraiment tout seuls sur l'île. Ouais, c'est un loup-garou quoi. C'est exactement loup-garou. Ça me paraissait important d'en parler parce que c'est aussi l'adaptation d'un polar japonais. Sachant que le scénariste est donc romancier au Japon, romancier tout court en fait, pas qu'au Japon, a fait le bouquin qui s'appelle Another, qui avait pas mal marché en bien France, sûr. Oui. soit le manga et même l'anime. alors l'anime aussi, et Light même novel. le roman était sorti, light novel était sorti, et il avait eu son petit succès par rapport à la taille Oui, du marché non, du mais light si, novel si, quoi, Another. Mais donc c'est une enquête policière. Alors là, pour le coup, on est dans une pure enquête policière. Alors c'est au bon. début, ça m'a attiré parce que, pour le coup, là, on est dans un polar. Malheureusement, ça crache le polar. Tu vois, c'est vraiment, ils sont tous fans de polar. Du coup, tous les persos, ils ont des noms d'auteurs. Tu vois, t'as Agatha Christie, c'est leur surnom. Tu vois, ils se donnent des surnoms. T'as Agatha Christie, Edgar Allan Poe. T'as Navarro, enfin tous les. Non, c'est pas vrai, il y a pas Navarro, tu mens. Jules Lescaut est là aussi. Joséphine évidemment. Ange Gardien. Voilà, Joséphine. Bon, bref, vous les connaissez, les grands détectives, quoi. Et c'est assez intéressant parce que c'est. Alors, ça tape du coude sur tes références. Genre, ah, t'as vu, nous aussi, on connaît. Taggart, voilà, tu connais. Mais en même temps, c'est assez intéressant parce que je me suis dit, ah, c'est marrant, c'est un whodunit, ce qu'on appelle un whodunit en littérature. C'est vraiment typiquement le Agatha Christie, c'est du huis clos avec tous les personnages sont présents dès le début, il y a un meurtre et à savoir qui est la victime. Du coup, je me suis dit, ah, c'est intéressant d'en avoir un en manga. Déjà, un huis clos, moi, c'est un genre qui m'intéresse beaucoup en manga et qu'on voit très très rarement parce qu'effectivement, c'est compliqué à mettre en place. T'adores Judge, toi. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, ah oui, non, c'est un deathmatch, pardon, j'ai mal compris. Le whodunit, en fait, c'est du deathmatch en manga. Et là, c'est intéressant parce que du coup, en fait, t'as 2 enquêtes en parallèle. T'as cette enquête avec les plaquettes, là, où en fait, il n'y a pas eu de meurtre. Mais on promet un meurtre, vu qu'ils reçoivent tous une plaquette avec détective, témoin numéro 1, et il y a une plaquette victime. Mort. Ah ouais, c'est chaud si t'as cette plaquette. Oui, non, mais ils ne savent pas à qui sont destinées les plaquettes. C'est ça qui est marrant, elles sont toutes il n'y a jetées. pas un mec qui les ramasse en disant elles sont toutes jetées, et du coup, ils ne savent pas, du coup, ils se prennent tous pour le détective,
le témoin, et c'est assez marrant. Et Moi je décide d'être le coupable. Non, mais- alors moi. bah, ça, il y a sera très moi. peu. Donc un manga un petit peu caricatural sur les personnages, mais en même temps, t'as une espèce de double intrigue, parce que ça c'est une des intrigues. Je vous raconterai pas la deuxième intrigue, mais tu te doutes bien qu'elle va finir par recoller celle-ci. Donc petite lecture. En plus, je l'avais lu pas mal de polars cet été en roman. Bah, ça m'a fait plaisir d'avoir un petit atterrissage en douceur sur du policier, quoi, du vrai policier. En attendant donc un manga dans un octogone, là c'est Meurtre dans le décagone aux éditions Pika. Retour aux éditions Kiwood maintenant avec le Moloss, Joe. Le Moloss, le pitch c'est. Il est marrant ce mot, Ouais, Moloss. Ça fait Moloss. pas du tout penser à Bolos. c'est un chien quoi. Non mais Moloss, moi C'est j'imagine, Moloss, tu sais, dans les films de Guy Ritchie, le gangster un peu édenté, Le Moloss. le ouais. Moloss. C'est vrai. Après, il y a un chien dans Snatch aussi. D'accord. En tout cas, moi, là, on va parler du Moloss chez Kiun, qui est en fait un recueil de 3 courtes histoires du maître de l'horreur et de la folie, qui est Harry Potter Lovecraft. H.P. Lovecraft, pardon. Waouh. Bien sûr, ce n'est pas Harry Potter. H.P. Lovecraft, donc première histoire, le Temple, deuxième histoire, le Moloss, et troisième histoire, la Cité sans nom. Je ne vais pas vous faire les pitchs des 3 parce qu'en vrai, c'est des histoires courtes. Alors, en vrai, c'est comme si je vous avais spoilé sur tout, donc ça ne sert à rien. Je veux juste vous dire que on retrouve tous les éléments qui font le bonheur des fans de Lovecraft, quoi, l'angoisse et la folie. Moi, je trouvais que c'était assez bien. C'est toujours Go Tanabe, hein, j'ai oublié de préciser, mais c'est toujours lui qui est au dessin et qui est à l'adaptation. Il l'a fait avant, après les autres. Alors c'est ça le truc, c'est qu'il l'a fait en premier. C'est la sa toute première, première celle-ci. adaptation de Lovecraft. Nous, on a Intéressant. découvert en France les Cauchemars d'Innsmouth, on a découvert le truc, Les montagnes hallucinées. les montagnes hallucinées, merci, l'appel de Cthulhu, etc. Et en vrai, là, c'est son premier recueil qui l'a lancé sur Lovecraft. C'est toujours intéressant pour moi justement de voir les premières œuvres. C'est comme Look Back, c'est comme 1721, mais c'est là qu'on retrouve le prémisse du style de Watanabe. Qui est assez fou, mais malheureusement tu sens que c'est sa première aussi. Ça n'a rien à voir avec le Cauchemar d'Innsmouth en termes de mise en scène, en termes de découpage des cases. Là c'est très classique, c'est très BD européenne. On a des cases et on s'y tient. On va pas sortir un personnage, on va pas sortir un gros monstre de toutes les cases. C'est un peu une phase de test après en même temps. Si c'est le premier, ouais, c'est son premier. Je pense qu'il s'est lancé un peu vraiment. Je sais pas où je vais, mais je vais faire un truc classique pour que tout le monde apprécie, que ce soit occidental ou oriental. Ouais. Et C'est vrai que c'est d'autant plus passionnant de le savoir quand on est fan de tout. Bien sûr. Quand on a toute la même pour collection, présenter à son éditeur. tu je le pense vois, que c'est plus simple. tu le vois très vite. Moi, j'avais lu le Cauchemar d'Innsmouth, ça n'a rien à voir. Là, en termes, c'est vraiment très académique, ça dépasse pas. On reste dans les cases à proprement parler, mais ça n'empêche que son style est là. Et que ça reste flippant, même si ça sort pas. Toi. Parce que son style est pas académique pour le coup. Même avec un découpage classique, il a quand même un dessin original de fou. Et c'est donc dans la collection des chefs-d'œuvre de Lovecraft aux éditions Kiun, le Moloss. Dernier manga de notre sélection, ça s'appelle Shujin X. Shujin X, c'est le nouveau manga de Sui Ichida, l'auteur de Tokyo Ghoul. On va retrouver deux amis d'enfance, Tokyo et Asuma. Mais ils sont amis d'enfance, mais ils sont pas très jumeaux. Hein. Ils se ressemblent pas du tout. Il y en a un qui est plutôt décontracté, qui est un peu au service de l'autre. Et le second, il est fort, il est même vraiment remarquable, parce que dans ce monde, il y a des êtres exceptionnels, des shujin. Ils sont des êtres surnaturels, qui sont dotés de pouvoir. Et un jour, il y a un voyou qui revient se venger parce qu'il lui avait botté les fesses. Voyou bardé de drogue, qui oblige les deux garçons à se battre. Et incapables de fuir, acculés, ils sont contraints d'utiliser également une seringue de cette drogue que le mec utilisait, que le voyou utilisait, au risque de se transformer à jamais. Et il se transforme. Pendant ce temps, autre narration, autre plan. On se retrouve avec une jeune fille dans un avion, une jeune fille au destin banal, qui est la seule survivante d'un attentat dans cet avion. Mais elle aussi, elle est changée physiquement comme l'un des garçons. Est-ce que ces destins vont se lier ? Est-ce qu'ils vont être au centre des intérêts d'autres shojin ? Est-ce que leur vie est en danger ? Trop de questions dans ce tome 1. Mais ça donne envie. Ça donne envie avec des protagonistes un peu suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. L'amitié, les relations sociales, la relation entre Tokyo et Asuma qui a l'air d'être un duo parfait, mais finalement pas tant que ça. Puis l'apparition des pouvoirs chez Tokyo. Tous ces changements, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes avec qu'un questionnement, voilà, sur l'intérêt, sur l'utilité des super pouvoirs qui se posent dès le début du manga. Et je trouvais ça curieux pour un manga de super pouvoirs de se dire mais en fait, est-ce que c'est bien ? À quoi ça sert ces super pouvoirs ?
ce questionnement-là, il m'a surpris et je trouvais ça intéressant. Non, mais c'est vraiment un peu un anti-héros, anti-My Hero Academia, j'ai l'impression. Après, l'auteur, il a vraiment changé de style. Moi, j'avais lu vite fait le nom sur la couverture. J'avais pas fait le rapprochement. Je fais oui, d'accord. Je le lis, je fais mais attends, mais on dirait un peu du Tokyo Ghoul, mais en même temps, le style est pas du tout le même. Enfin, je fais mais qu'est-ce qu'il a fait entre temps, parce que c'est pas le même dessin. C'est pas. Oui, il a travaillé. Ouais, mais c'est vraiment pas pareil. Toi, Tokyo Ghoul, c'est vraiment, je sais pas, très shonen. Non, dans Tokyo Ghoul aussi, son style, il a énormément changé au cours de la série. Ouais, j'arrivais à le reconnaître entre le tome 1 et le tome 11. Je l'aimais pas au début, je l'aimais bien à la fin. Mais en tout cas, on est dans un anti-My Hero Academia. Les héros, ils sont pas vraiment reconnus par la société comme d'utilité publique. On a l'impression qu'ils existent comme des animaux en voie de disparition, quoi. C'est juste, ils existent. Voilà, on le sait. La société le sait, et c'est tout. Et alors, tu parles d'animaux. Le Tokyo, ce personnage qui acquiert des pouvoirs, il acquiert des pouvoirs d'un vautour. Oui. Quel drôle de choix. C'est curieux et en même temps, c'est graphiquement génial. Mais le pire, on ne sait pas s'il a les pouvoirs d'un vautour. Alors, il a la gueule d'un vautour. Il a la gueule d'un vautour avec vous voyez les médecins de la peste. Oui, c'est ça. Ah oui, Italie, le masque. Le masque, comme dans My Hero Academia, comme Overhaul. Ouais. Mais voilà, c'est médecin de la peste. Il a un look de médecin de la peste, mais intégré, quoi. Je veux dire, c'est une transformation, voilà. C'est pas un masque. Et mais voilà, moi j'ai trouvé ça comme choix vraiment particulier et super intéressant. Justement aussi pour décrier ce côté super pouvoir, etc. avec un tome 1 qui laisse sur la fin parce que t'as envie de savoir la suite. Ouais. Mais comme Slice of Life, mais pas pour les mêmes raisons, je trouve. Ouais. Tu vois, moi je sais pas si je vais aimer ou pas. Ouais. Mais j'ai continué Tokyo Ghoul, donc je vais continuer Shojin X évidemment, mais. Et on sait que cet auteur, il démarre pas au quart de tour. Non. Ça prend un peu de temps. Mais en même temps, c'est tellement curieux. Tokyo Ghoul, ça posait directement la même chose. La place des ghouls dans la société. Bien sûr. Voilà, qu'est-ce que c'est être un humain, qu'est-ce que c'est être un monstre. Là, il va reprendre certaines de ces thématiques, mais j'ai l'impression qu'il va aller plus loin. De toute façon, il prend toujours des trucs originaux. Moi, tu vois, Tokyo Ghoul, au début, je l'ai vraiment pas adoré. Au contraire, j'avais même trouvé ça hyper classique. Et c'est vraiment, pour moi, c'est le genre d'auteur, faut lui laisser un peu de tome pour vraiment montrer ce qu'il veut dire. Moi, c'est pareil que Max. Je sais pas si j'ai aimé ou pas. Je me questionne pas mal. Mais après, je me dis que c'est ça aussi le truc, c'est que ça me laisse pas indifférent. Et pour moi, c'est le principal. Le héros, déjà, ne m'horripile pas comme dans Tokyo Ghoul. J'avoue, Tokyo Ghoul, j'en pouvais plus de cet état d'âme. Puis on s'en souvient de ce héros. C'est un manga, c'est marquant. Effectivement, on sait pas si on l'aime ou pas, mais le manga nous marque. Oui. C'est ça qui est fou. Donc à voir sur la suite. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un peu de bonus ? On parle de un ou deux mangas ? On parle de Captain Tsubasa. On parle de Captain. Non, on a déjà parlé. Moi, je peux parler d'un titre. Je peux parler d'une nouveauté puis qui est terminée vu qu'ils sortent les 2 tomes d'un coup, ce qui est une très bonne idée. C'est Ex Nihilo. C'est l'auteur de Alma. Je sais plus si c'est Shinji Mito, je veux pas dire des conneries, mais je crois que c'est ça. Putain, Mito. J'aime bien ce mec. Et il a écrit avant Alma. Et ça me fait marrer parce qu'à la fin, il y a l'interview et il dit pardon, je m'excuse auprès de mon éditeur d'avoir menti en disant que j'allais faire un chef-d'œuvre intergénérationnel. Effectivement. T'as raison de t'excuser. Non, mais effectivement, quand tu lis les 2 tomes, tu fais j'ai pas compris. Genre vraiment j'ai pas compris. À un moment on se trouve dans un matrix philosophico. Il y a un monde, on n'est pas dans le monde. J'ai pas piché. Je pense que c'est un titre que tu peux pas lire qu'une fois, c'est pas possible. C'est impossible que tu comprennes en lisant qu'une fois. Et heureusement que c'est en 2 tomes du coup, voilà. Ça va plus vite. Oui, mais moi tu vois, je sais que je vais le relire. Il m'a marqué, je sais pas comment, parce que j'ai pas tout pigé, mais je vais le relire parce que je veux savoir. Pour le coup, il est très bien l'auteur. Un manga de fantastique, urbain, avec un petit peu de science-fiction, mais c'est complexe. En vrai, c'est du Matrix. C'est des histoires de monde dans des mondes. Les humains sont pas des humains. On en a une époque où Matrix, c'est un genre de film maintenant. Ouais, mais tu vois le fait qu'il soit un créateur, tu vois, rien que ce concept-là, je trouve que c'est emprunté à plein de choses. Je dis aussi Matrix parce qu'il y a une page, clairement, c'est quand Neo arrive dans l'architecte, c'est la même. C'est un copier-coller. La phase où on s'est un peu tous perdus. Bah c'est ça. Et ben t'as ça dans le manga. Ex Nihilo qui commence effectivement par un jeune garçon qui se retrouve, tu sais, un peu dépassé. Ce que fait quoi ? J'ai des pouvoirs, mais d'où j'ai des pouvoirs ? Ouais, t'as des pouvoirs, mon gars. C'est qui l'architecte ? C'est quoi un créateur ? Et voilà. Et ensuite, lisez-le si vous voulez en savoir plus. Ex Nihilo par Shinji Mito aux éditions Pika. De quoi peut-on parler d'autre ? Réédition des Enfants de la Mer de Daisuke Igarashi, super manga. Une réédition qui arrive chez Tonkam.
qui est censé arriver. Je me méfie toujours un petit peu. Ouais, mais un petit conditionnel quand même. Ça arrivera. Mais non, jetez un œil aux Enfants de la Mer si vous voulez aussi des choses un peu différentes. Ne pas confondre avec les Enfants de la Baleine, du coup. Ah oui, ça n'a rien à voir, Ouais. effectivement. Non, Mais les Enfants de la Mer, vous avez peut-être entendu parler de ce nom, parce que le bouquin était sorti il y a un petit moment. En France, ça remonte vraiment, mais il y a un animé qui est apparu, qui est sorti il y a moins de 3 ans, et qui est sorti au cinéma, et qui est super aussi. Donc c'est cool de retrouver la réédition du bouquin d'Daisuke Igarashi en France. Quoi, on peut penser aussi aux histoires courtes d'Hiroki Endo chez Panini. Ouais, moi je suis très très chaud. Vous êtes dans Eden. Hop, petit Très, passage très, très par les histoires courtes de Hiroki Endo. Il y a la réédition de Hokuto no Ken, évidemment, chez Crunchyroll. Encore. Évidemment. Call of the Night, chez Kurokawa. Call of the Night, vous connaissez peut-être ce titre à travers l'animé sorti cette année, qui est dispo sur ADN. Il est dans les 3 mangas les plus attendus de Manga Collect. Exactement, Manga Collect, qui est donc une appli de gestion de collection que j'utilise personnellement. Et dans les 3 mangas les plus attendus là, de cette rentrée, il y a effectivement. Dan Dadan loin devant, il y a Chojin X En 2. Et il y a Call of the Night en 3e. On pense évidemment à Shaman King 0. Suite Shaman King. Je sais pas moi, je sais pas. Je sais pas jusqu'où je vais le suivre en tout cas. On peut penser à Coffee Moon aussi pour les fans de boucles temporelles. On va en parler bientôt dans une émission spéciale sur les voyages dans le temps. Ça a l'air trop bien. Moi j'ai lu le chapitre et j'ai fait je vais lire le chapitre 10 fois. Mais voilà, il faut attendre, on va reparler sur les voyages dans le temps, parce qu'une boucle temporelle forcément, ce sera une partie de l'émission. Les boucles temporelles dans on le manga. recommence. Je vous conseille aussi Wild Police Story, spin-off de Conan qui peut se lire indépendamment. Ouais, ça se sentait pas que c'était du Conan pour le coup. Et bah ça se voit pas forcément. Enfin si, ça se voit, c'est pas le même auteur en plus. C'est Arai qui a fait Wild Police Story. Et c'est super chouette en 2 tomes. Et super important, il y a tout le storyboard de Gocho Aoyama qui est fourni dans les bouquins. Il y a bonus, un super bonus. Et c'est vraiment trop cool d'avoir tous les storyboards. J'adore. C'est pas un collector. Oui, c'est pas un collector, mais moi j'avais adoré par exemple dans le collector de l'Attaque des Titans, c'était tous les boards des premiers chapitres et tout. C'est trop bien. Et bah là dans Wild Police Story, c'est mieux quand c'est commenté. Ouais, mais là justement il y a pas mal de choses dedans. D'accord, okay. C'est super intéressant. Voilà, Wild Police Story, puis Détective Conan, le tome 100 qui sort en collector. Évidemment, on pense aussi à Dynamic Heroes, le Gonagai All Stars. Et là, il y a 2 éditions différentes. L'édition vraiment pour les gens qui veulent l'édition originale avec tous les noms en japonais, etc. Et puis t'as l'édition Name classique avec tous les noms français. Ah oui, c'est marrant qu'ils aient fait ça. J'ai pris l'édition avec les noms français. C'est mon côté un peu vieux gars. Mais t'as pris l'autre aussi. Non, mais j'ai pris l'édition Fnac avec les noms français. Chers auditeurs, vous ne pouvez pas le voir, mais le regard de Joe était il a pas pris les deux. Non, j'ai pris l'édition Fnac limitée. Ouais, mais ça n'empêche pas. Ah, mais tu l'as déçu, ça y est, arrête. arrête, tu l'as déçu. Il y a Witch Watch aussi, qui est marrant, par l'auteur de Skate Dance. Ouais, c'était marrant. C'est rigolo, c'est couillon. Moi, je l'ai lu, je me suis dit, Cagnard, il va pas le lire. Ça sert à rien, ne le lis pas. Alors que tu as essayé de me mettre un piège, heureusement que Maxime est intervenu. Non, c'est moi qui t'ai dit. C'est moi qui t'ai dit, ne le lis pas, ça sert à rien, c'est pas pour toi. Tes pièges à la con là, c'est bon. Oui, mais quand t'as vu la référence à Hunter x Hunter dans Witch Watch. Ah oui, il y a énormément de références sur tout ce qui est Jump. En vrai, t'as failli l'avoir. Je t'ai envoyé la photo, je fais regarde, il y a Gon. Honnêtement, j'ai littéralement eu l'impression de me faire pêcher, tu sais, avec un appât. Genre, regarde, il y a Gon. Mais en vrai, c'est drôle. Hein. Suis-moi, Cagnard, vas-y. Moi, Witch Watch, ça m'a surpris. Hein. Heureusement que Maxime est intervenu et m'a dit non, tu vas perdre du temps là, ça va pas te plaire. Avance. Witch Watch, c'est vrai, c'est une sorcière qui arrive dans le monde normal, machin. Et elle décide de dire à tout le monde je suis une sorcière. Ouais, à la rentrée, c'est un manga, c'est un gakuen manga, un manga scolaire. Et l'autre, c'est un ogre. Et lui c'est un ogre donc vraiment, tu sais, ogre type Momotaro, toutes ces histoires là. Et donc il décide de le dire à l'école, moi je suis un ogre, moi je suis une sorcière. Ça n'a ni queue ni tête. Mais c'est juste marrant, voilà, c'est juste coucon marrant. Si vous voulez, c'est vrai que si vous voulez vous payer une tranche de rigolade, ça marche. Est-ce que je vais lire jusqu'au tome 28 de Witch Watch? Attends, on n'est pas au tome 28, mais non, ça vient de commencer. Ah, putain,
Oh là là, je fais quoi? Mais oui, mais Skate Dance, ça allait super loin aussi. Donc voilà, est-ce que je vais tenir jusque-là? Je suis pas sûr. Si ça reste comme ça, après s'ils partent. Après, ils ont fait une bonne idée d'avoir un vrai fil rouge shonen, un gros truc qui est censé arriver, et ça c'est bien. À voir, parce que il y a plein d'autres mangas du Jump comme ça, humour qui finalement. Gintama, c'est les professionnels pour te faire croire au fait qu'il y a un fil rouge. C'est des professionnels. C'est humour total, Gintama. C'est ça. Donc, Witch Watch, ça c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Merci d'avoir écouté cette émission. Ouais, désolé, c'était merci encore à long. vous. Beaucoup de mangas encore. Encore beaucoup de mangas, ouais, mais on a fait moins long que la semaine dernière. Ah, j'ai pas écouté, merde. Ah bah voilà, super. Merci Johnny. J'écouterai les chiffres, j'attends le bon moment. D'accord, très bien. Bon, j'espère que vous avez écouté la dernière émission sur les ventes de manga depuis le début de l'année 2022. Là, vous venez d'écouter l'émission sur la rentrée manga. Et la semaine prochaine, on parle de Johnny. Dan Dan. Bonne réponse. Je voulais faire comme la tarte tatin et j'ai pas la blague. Merci d'avoir écouté cette blague et cette émission. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Ciao. Salut. Salut. Salut.